Bonjour, merci d'assister à ce webinaire Modelio. Donc ça, c'est une nouvelle formule que nous dédions à nos clients et utilisateurs pour les informer de l'évolution des choses et de l'état des choses. Et comme cette formule est nouvelle, nous ferons un rappel des différentes évolutions qui ont eu lieu ces dernières années afin que tout le monde soit au fait des innovations de Modelio. Alors, pour rappel, Modelio se distingue sur le marché des ateliers de modélisation par des caractéristiques uniques. Une caractéristique majeure, c'est l'atelier Constellation, qui en fait permet de gérer des référentiels distribués sur le web. C'est-à-dire que plusieurs intervenants peuvent avoir leurs référentiels répartis dans le monde et Constellation est capable de gérer des travaux d'équipe ou de groupe en regroupant ces référentiels qui sont vus comme un seul modèle par les participants selon leur domaine d'intérêt. Et donc ça permet une fédération des référentiels et ça permet de s'adapter aux entreprises fédérées, aux coopérations interentreprises, aux entreprises multi-business units, qui sont des cas de plus en plus fréquents. Un autre aspect distinctif de l'atelier Modelio, c'est l'analyse des exigences qui est intégrée au référentiel, c'est-à-dire que des exigences sont des éléments de modèle au même titre, par exemple, qu'une classe UML ou qu'un processus BPMN. Je cite les exigences, mais aussi, c'est vrai pour les objectifs, pour les risques, pour les tests, pour le dictionnaire métier. Et donc, tous ces éléments peuvent être gérés en traçabilité, notamment pour des besoins de couverture ou d'analyse d'impact, dans un même référentiel avec une cohérence garantie sur l'ensemble du référentiel. Un autre aspect important, c'est le côté multistandard, c'est-à-dire que Modelio supporte nativement plusieurs standards de modélisation et vous pouvez les combiner, les masquer, les associer ou pas, selon vos besoins. Par exemple, il est très fréquent d'utiliser UML et BPMN simultanément, ou BPMN et Archimate, ou encore les trois. Il est aussi fréquent d'utiliser SysML et UML, ou encore SysML, UML et BPMN. Donc tout ce genre de combinaison est possible, encore une fois avec les exigences, les besoins, les objectifs, et si nécessaire. Ceci nous offre un très large spectre de modélisation et nous garantit une cohérence d'ensemble et une traçabilité totale, vraiment unique sur le marché. Évidemment, Modelio, par rapport à ces standards, supporte les formats standards d'interopérabilité qui sont liés à BPMN, UML avec XMI ou encore Archimate. Enfin, Modelio participe à un écosystème open source, c'est-à-dire qu'il y a une version open source de Modelio accessible sur modelio.org. Et ça permet d'avoir une communauté très active et très vivante autour de Modelio. Ça donne de l'ouverture, c'est-à-dire que s'il y a un problème, eh bien, les gens n'hésitent pas à le signaler et notre réponse est publique. Ça, c'est très intéressant. Ça permet aussi à des entreprises qui ont la version entreprise de collaborer avec d'autres partenaires, des étudiants, peut-être des indépendants, qui eux ne se contentent de la version open source. Enfin, vous avez un support très large de plus de 700 consultants à votre service, notamment sur la France, qui donne une grande proximité par rapport aux clients. Et il y a le support Modelio qui est toujours présent et très apprécié par nos clients pour répondre à tous vos besoins. Alors Modelio, pour rappel, c'est 3 produits pour 3 domaines d'application. Vous avez le domaine métier, architecture métier, comme par exemple l'architecture d'entreprise, le BPM et Archimate, qui sont supportés à ce niveau-là. Et ça permet de gérer tous ces éléments-là au niveau de l'architecture métier. Pour ce marché spécifique des architectes métiers. Également, il y a le marché des systèmes techniques complexes, l'architecture système, où là, c'est Modelio SA qui apporte une solution via son support SysML
mais aussi les supports UPDM, NAV, DODAS, MODAF, qui sont des architectures d'entreprise pour des systèmes complexes techniques. Enfin, il y a l'offre Modelio SD qui est dédiée au développement logiciel et aux architectes logiciels, où on va développer pour des architectures classiques liées à Java, C#, C++, également pour SQL, et donc qui, elle, apporte notamment la génération de code automatique. Il peut y avoir des combinaisons, par exemple, si dans un même temps on gère une architecture d'entreprise et on descend jusqu'au niveau du développement logiciel. Mais typiquement, on adresse 3 marchés, 3 populations différentes avec ces 3 produits. Alors, un petit historique de l'évolution des versions pour que tout le monde soit, je dirais, en phase sur tout ce qui a été apporté par Modelio. On remonte à 2013, on ne va pas non plus remonter à la nuit des temps. Et Modelio 3.0, qui est arrivé en 2013, déjà apportait le support des modèles distribués, qui est le cœur de Constellation. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs référentiels distribués et à des emplacements différents et voir cet ensemble de référentiels comme un seul projet sous Modelio sans se soucier de problèmes de localisation physique. Le support Unicode, vous pouvez avoir un modèle en arabe ou en chinois, par exemple, parce que Unicode le permet et ça fonctionne dans les graphiques. Et puis, vous savez qu'il y a une interface Java de manipulation des modèles et on a fourni une API qui se rapproche de EMF afin d'avoir une courbe d'apprentissage plus rapide. En Modelio 3.1 a apporté le support des matrices, qui est une autre façon de voir les modèles. Et typiquement, en des matrices, on va définir des lignes, des colonnes et des cases. Et par exemple, on peut faire des traçabilités avec ça. Et puis, Modelio 3.1 a aussi apporté des dessins libres. Parfois, on a envie de rajouter des choses sur des modèles avec des cercles, des carrés, des traits, ce genre de choses. Et ce sont des dessins libres qui donnent plus de liberté à la modélisation. Modelio 3.2 a apporté Constellation, dont j'ai déjà parlé, qui permet de fédérer les référentiels, permet d'avoir une administration à distance via le web avec donc un client léger. Et donc on peut administrer un très grand nombre d'utilisateurs simultanés via le web et sans avoir à se déplacer sur les postes de travail ou quoi que ce soit. Et ça donne une facilité très grande d'administration à Modelio, qui est aussi un grand distincteur sur des configurations où il y a beaucoup d'utilisateurs et il peut y avoir un niveau de support important. Et on garantit donc que tous les usagers sont à jour selon leur contexte et leurs besoins d'utilisation. Modelio 3.3 renforce des aspects liés à l'ergonomie et à l'édition, en apportant par exemple des notes textuelles directement saisies en HTML, des formulaires pour les éléments analystes, comme par exemple les exigences, qui rendent des choses plus faciles et plus directes, le support de Java 8, et puis de nouveaux modules pour les tests unitaires. En 2016 est apparu Modelio 3.4, qui apporte Modelio Studio. Modelio Studio, c'est un outil pour paramétrer graphiquement Modelio, étendre les métamodèles, définir des stéréotypes et des nouvelles valeurs, de nouveaux types de diagrammes et ainsi de suite. Tout ceci se fait à l'aide d'un outil essentiellement graphique. Et pour les choses plus fines, on peut descendre jusqu'à un paramétrage Java. Un assistant de création de matrices et diagrammes, afin que chacun puisse mettre ce qu'il souhaite en ligne, en colonne et définir les cellules qu'il veut face à ça. Et puis, une aide au placement des éléments dans le diagramme. En 2017 est apparu Modelio 3.5 qui apporte Web Analyst. Web Analyst, c'est le support des éléments analystes, les exigences, les objectifs, ainsi de suite, via des clients légers. Et donc ça a l'avantage que des clients à faible technicité, sans aucun matériel, puissent participer à la définition des exigences sans rentrer dans la complexité des modèles. La gestion des tests a été intégrée dans Analyst pour, par exemple, faire des traçabilités entre des tests
et des exigences et des éléments de modèle. Pour rappel, les tests et exigences peuvent être importés, exportés de mondes et d'environnements externes. Et puis l'import-export BPMN face au standard BPMN et sur lequel nous travaillons avec l'OFG dans les groupes de travail. Enfin, Modelio 3.6 qui apporte le support de Archimate 3. Donc Archimate, c'est un langage standard de l'Open Group pour modéliser les architectures d'entreprise. Il apporte un outil de raffinement qui permet, par exemple, partant de Archimate, qui est un langage gros grain et de haut niveau, de raffiner ces éléments en UML. Il apporte des outils pour l'analyse d'impact. Il augmente les capacités d'import-export en supportant Rekif, qui est le standard pour les exigences. C'est-à-dire que tout outil d'analyse des exigences peut échanger avec Modelio. Également HPQC, c'est paramétré pour cet outil. Il apporte une nouvelle interface de création de liens graphiques, c'est-à-dire que vous avez une aide lorsque vous voulez créer un lien sur les liens disponibles depuis l'origine jusqu'à la destination, et c'est plus rapide que le mode usuel. Voilà pour l'historique. Nous allons rentrer dans Modelio 3.7, sorti en novembre 2017, avec les dernières nouveautés sur lesquelles nous allons vous présenter une démo. Tout d'abord, il y a un point sur l'ergonomie qui est important. De nouvelles notions ont été apportées, les notions d'atelier et de métier. Alors, les métiers sont les parties de modèle ou les cibles caractéristiques sur lesquelles on veut travailler. Quelques exemples de métiers, l'analyse des exigences est un métier, le développement Java est un autre métier, la modélisation UML, la modélisation Archimate, ce sont des métiers prédéfinis, on peut en définir d'autres, et un atelier va définir un contexte, c'est-à-dire que, par exemple, si je veux modéliser des exigences et modéliser en UML, je vais prendre deux métiers pour définir un atelier à partir de ces deux métiers. Dès l'instant où j'ai sélectionné l'atelier, qui est mon contexte de travail, l'outil va se spécialiser de manière ergonomique sur mon contexte, c'est-à-dire qu'il va retirer tout ce qui ne m'intéresse pas et me focaliser sur la partie qui m'intéresse. Par exemple, des gens qui font de l'analyse des exigences ne s'intéressent pas à Java ou à des éléments de génération de code, eh bien, ils ne voient rien qui est lié à ça, et réciproquement, ce qui fait que chacun va avoir une interface plus simple et plus centrée sur ses besoins. Du même coup, les barres d'outils deviennent spécialisées et centrées sur le besoin. Quand je demande à créer de nouveaux éditeurs graphiques, je n'aurai que les éditeurs graphiques propres à mon atelier et donc à mes métiers. Et mon éditeur de liens également va être spécialisé sur les liens, les types de liens qui ont un intérêt par rapport à mes métiers. Une vue symbole que vous verrez en démonstration plus ergonomique pour faire des diagrammes. Un autre point important, c'est, vous savez que Modelio a un point fort particulier sur la génération documentaire. Jusqu'ici, une difficulté était que les aspects documentaires étaient dispersés dans le modèle, et cette vue documentaire centralise tout ce qui est lié à l'aspect documentaire dans une même vue, c'est-à-dire que vous sélectionnez un élément de modèle, une classe, un processus ou une exigence, et là, vous allez centraliser en une seule vue, l'outil vous le fait, tous les éléments liés à la documentation. Et là-dessus, vous pouvez raccrocher d'autres éléments, comme par exemple des éléments externes, un document, un graphique ou que sais-je encore, et ça vous fait la vue documentaire qui vous donne vraiment un focus particulier sur ce point-là et vous rend encore plus facile et pertinent le travail de production documentaire. L'éditeur de plan type a évolué pour être encore plus puissant et plus facile à utiliser. Vous avez un journal des versions qui vous rappelle les différentes versions sur les éléments de modèle. Le support BPM a été renforcé en retravaillant BPMN et en ajoutant des extensions qui vous donnent un support BPM plus large. BPMN a été retravaillé pour être plus souple et travailler facilement en mode brouillon, en mode interactif, où on discute avec des utilisateurs liés au processus métier. Et il rend les choses beaucoup plus souples et flexibles et également apporte beaucoup d'aide dans la création graphique. Enfin, nous supportons la dernière version d'Archimate 3.01
Et puis, nous avons cette nouvelle faculté d'avoir des licences dongle. Vous savez que vous pouvez avoir des licences flottantes ou des licences fixes. Et les gens qui ont une licence fixe, eh bien, ont une licence qui est verrouillée à leur station de travail. Si on a un dongle, ça permet d'avoir la licence qui suit le dongle. Donc, si j'ai plusieurs stations de travail avec une licence fixe et dongle, je peux changer d'outil. Évidemment, les gens qui ont la licence flottante n'ont pas ce problème. Toute licence qui se connecte à un serveur avec licence flottante, quel que soit le poste, a le droit de l'utiliser. Voilà, donc je laisse la place maintenant à la démonstration pour détailler ces points. Voilà, donc nous allons ouvrir l'exemple Shopping Cart. Alors, une des premières choses qu'on peut dire sur les évolutions de Modelio, c'est le fait qu'à l'ouverture d'un projet, toute la configuration de votre projet a été conservée et Modelio se rouvre à l'identique par rapport à la fermeture précédente. Ça veut dire que tous les diagrammes que vous avez ouverts vont se réouvrir automatiquement dès l'ouverture de votre projet. Voilà, donc là j'ai des exemples de diagrammes qui s'ouvrent par rapport à ma dernière configuration. Alors on a parlé du journal de version. Donc par exemple si je vais sur cette classe-là, je vais aller la sélectionner dans l'explorateur par exemple. Dans l'onglet propriété, j'ai donc une nouvelle catégorie qui s'appelle SVN qui va me rappeler eh bien, les différentes versions de cet élément. Là on voit qui a livré des corrections, des modifications sur cette classe, la date, le commentaire, et puis également savoir dans quel état se trouve l'élément, est-ce qu'il est à jour, est-ce qu'il est versionné, etc. Donc pas besoin, comme vous le faisiez en 3.6, d'aller ouvrir la commande historique pour avoir cette information, vous l'avez directement dans cet onglet. Donc Philippe en a parlé, donc vous avez la notion d'atelier qui apparaît en haut à droite. Donc dans cet exemple-là, vous pouvez voir que j'ai des modèles UML, j'ai également du BPMN, j'ai des modèles Archimède, j'ai des exigences, donc, et puis d'autres extensions qui sont également disponibles. Tous ces modèles n'intéressent pas forcément tout le monde. Donc cette notion d'atelier va permettre de filtrer les différents contenus et les différents modèles qui apparaissent. Donc là, on voit que par défaut, j'ai quelques ateliers qui sont proposés. J'ai l'atelier Java qui supporte le métier Java, j'ai l'atelier BPMN, j'ai l'atelier UML et j'ai un atelier en fait qui supporte tous les métiers. C'est ce qui équivaut aujourd'hui à Modelio 3.6. Vous avez l'intégralité du modèle. Voilà. Si je choisis par exemple l'atelier UML, vous voyez que l'explorateur à gauche s'est rafraîchi. Il a enlevé de l'explorateur l'ensemble des modèles Archimède et exigences. Il ne reste que la partie UML et puis tout ce qui est analyse d'impact par exemple. Donc vous pouvez voir dans la barre d'outils que vous avez des diagrammes spécifiques UML. Donc c'est ce que vous aviez actuellement en Modelio 3.6. Donc une des nouveautés, c'est que la sélection de l'atelier va permettre en fait de filtrer les différents diagrammes qui sont proposés. Voilà, si je me mets dans un contexte BPMN, Modelio me propose comme raccourci de création de diagrammes que des diagrammes liés au BPMN par exemple. Alors créer un atelier, c'est assez simple. Donc, vous allez dans les options de Modelio. Vous avez donc une nouvelle entrée qui s'appelle configuration des ateliers avec l'ensemble des ateliers que j'avais dans mon exemple. Et imaginons que je suis un utilisateur plutôt Archimède et que je souhaite également voir les exigences. Donc, je vais configurer Modelio pour afficher ces deux types de modèles. Voilà, donc je vais nommer mon atelier Archimède et exigences. Et puis, je vais sélectionner la liste des métiers qui m'intéressent. Donc, parmi tous les métiers qui m'intéressent ici, c'est Archimède et analyste. Voilà, donc par programmation, vous pouvez rajouter des nouveaux métiers dans un module du SysML ou bien si vous avez un profil particulier, vous pouvez développer votre propre métier pour filtrer le contenu de l'explorateur. Voilà, donc je valide ce nouvel atelier et dans la liste des ateliers en haut à droite, je vais donc avoir Archimède et exigences. Si je le sélectionne, vous pouvez voir que l'explorateur s'est rafraîchi avec uniquement la partie
architecture d'entreprise Archimède, et puis la partie exigence. Donc, la barre d'outils s'est rafraîchie. Hein. Vous voyez ici que j'ai maintenant des diagrammes dédiés à Archimède. L'éditeur de liens s'est également rafraîchi en fonction du contexte. En Modelio 3.6, vous n'aviez ici que des liens UML. Donc, on peut voir maintenant que comme j'ai choisi un métier et un atelier Archimède, j'ai maintenant uniquement des relations spécifiques Archimède. Voilà. Donc, l'éditeur de liens apporte aussi la possibilité de configurer les types de liens que vous souhaitez afficher. Donc, vous avez ici deux nouveaux boutons qui vous permettent de définir deux nouvelles configurations de l'éditeur de liens. Voilà. Et puis, pour définir cette configuration, vous allez dans le petit menu, configurer utilisateur. Vous allez spécifier, par exemple, par défaut, quel niveau vous voulez voir en aval et en amont de l'éditeur de liens. Si vous souhaitez une disposition verticale ou horizontale par défaut. Et puis, vous pouvez choisir parmi tous les liens disponibles. Hein, vous voyez, il y a du Java, de l'infrastructure, les liens standard UML, vous avez les liens Archimède. Vous allez donc pouvoir cocher les différents liens que vous souhaitez voir dans l'éditeur de liens. Donc, ça peut être des liens d'import, des liens de généralisation, des liens de réalisation d'interface, etc. Voilà, vous validez. Vous sélectionnez votre nouvelle configuration et si vous sélectionnez par exemple, alors je vais me remettre dans l'atelier UML, voilà. Si je sélectionne une classe, vous pouvez voir que l'éditeur de liens ici n'affiche que les différents liens que j'ai sélectionnés dans cette nouvelle configuration. Alors, autre nouveauté, c'est tout ce qui est configuration des styles graphiques. Alors, l'onglet symbole qui, bon, quelquefois, il fallait l'ouvrir, on avait du mal à le trouver, il n'était pas forcément bien situé. Aujourd'hui, il est situé directement dans le diagramme. Donc, vous avez à droite une petite barre d'outils qui va permettre d'ouvrir l'onglet symbole et qui va donc vous permettre de paramétrer directement l'éditeur graphique. Alors, autre petite amélioration, c'est que par exemple pour les couleurs, en cliquant une seule fois, vous avez directement un sélecteur de couleurs, alors que dans la 3.6, il fallait cliquer plusieurs fois avant d'ouvrir ce sélecteur de couleurs. Voilà, par exemple, je vais choisir une nouvelle couleur, par exemple. Ici, je vais mettre en mode plein, je vais changer la couleur du trait. Alors, autre nouveauté également, c'est que vous avez maintenant des boutons qui vous permettent de rapidement définir un style à partir de cette nouvelle configuration graphique. Voilà, je clique sur ce bouton-là et il me demande de nommer ce nouveau style. Je vais appeler Pink, par exemple. Et donc maintenant, ce nouveau style, il est disponible. Alors, il est disponible pour ce diagramme, mais il est disponible pour tous les diagrammes qui sont dans Modelio. Et ici, dans la propriété style d'éléments, j'ai bien maintenant là le nouveau style qui s'appelle Pink. Alors, prenons un autre exemple. Ici, je veux configurer voilà, cette classe-là avec d'autres couleurs. Ici, par exemple, on va mettre en bleu. Alors, vous pouvez créer un nouveau style, mais vous pouvez également mettre à jour les styles existants. Donc, par exemple, ici, j'utilise le style par défaut. En cliquant sur ce dernier bouton, bien, vous pouvez mettre à jour le style par défaut. Ce qui fait que toutes les classes ou tous les éléments graphiques qui ont le style par défaut vont tout de suite se mettre à jour par rapport à la nouvelle configuration que j'ai donnée. Donc, c'est valable dans ce diagramme-là, mais c'est également valable dans tous les diagrammes. Donc, si je vais par exemple dans un autre diagramme, on voit que cette classe également a pris le style par défaut que je viens de modifier. Et puis, dorénavant, si je veux créer une nouvelle classe, vous le voyez ici, cette classe-là prend la nouvelle configuration des styles. Voilà. Autre nouveauté également, c'est on fournit beaucoup plus de styles qu'avant. Vous pouvez voir ici, par exemple, j'ai des styles qui s'appellent noir et blanc. Voilà. Donc toutes les classes pour lesquelles je n'ai pas défini un style particulier prennent maintenant le style noir et blanc. Voilà, vous avez le style cobalt qui met tout en bleu. Vous avez le style industriel, par exemple, etc. Donc vous avez comme ça les titanium, urban, plusieurs styles. Et vous pouvez bien sûr créer vos propres styles si vous le souhaitez.
Alors Philippe a parlé de la nouvelle vue documentaire, donc on va tout simplement l'ouvrir. Donc vous avez un nouvel onglet qui apparaît, qui s'appelle Documents. Si je sélectionne une classe, voilà, on va agrandir un petit peu la zone. Donc vous avez à droite en fait tous les éléments qui sont dans Modelio qui servent à documenter cette classe. Donc c'est bien sûr les notes description que vous avez pu créer. Hein. Donc là on a une note description en HTML. Ça peut être également les diagrammes qui sont définis sous cette classe ou sous l'élément. Donc sous la classe count, eh bien j'ai un diagramme de classe. Ça peut être également tous les diagrammes où apparaît la classe count. Donc vous voyez ici, par exemple, ce diagramme fait apparaître la classe count. J'en ai un autre juste en dessous. Voilà, on voit apparaître la classe count, ou bien ce diagramme-là. Donc dans cette liste, vous avez tous les diagrammes où apparaît l'élément, qui vous permet de bien voir la documentation de l'élément. Apparaît également les diagrammes que vous auriez pu vous-même référencer. Voilà, vous souhaitez afficher sur cette classe eh bien, son diagramme d'état, eh bien, vous pouvez comme ça le référencer. Alors ça peut être également, alors ce qu'on appelait en 3.6, ça peut être également des notes riches. Donc vous avez ici un exemple de notes riches, alors que maintenant on appelle un document interne. Alors vous pouvez toujours créer ces documents internes ou ces documents embarqués hein, directement dans Modelio avec ce bouton-là. Cette partie-là n'a pas évolué, à part le fait que vous avez maintenant un preview qui vous montre la partie texte de cette note riche. Donc après, vous pouvez toujours ouvrir l'éditeur comme avant. Donc l'éditeur de note riche, là par exemple c'est Excel, qui va s'ouvrir avec le tableau que j'ai défini. Voilà, donc ça peut être également des sites web. Hein, vous pouvez référencer sur votre classe, si votre classe, vous avez un wiki ou une description HTML sur un intranet, eh bien vous pouvez associer à une page web, comme je le fais ici. Donc là, on a la description de l'enregistrement pour un compte, par exemple, sous forme HTML. Alors, ce qui est nouveau, c'est la facilité maintenant de rattacher un document externe. Donc, dorénavant, vous avez juste un bouton à cliquer. Vous allez pouvoir spécifier, comme pour les notes riches, le type de document. Est-ce que c'est un document de conception, de spécification, d'analyse? Donc ça va être exploité lorsque vous allez générer la documentation. Et puis spécifier ici le fichier ou une URL pour symboliser le document attaché. Voilà. Donc ça peut être par exemple, on va aller chercher un document PDF. Voilà, on va référencer un document PDF qui peut être une explication de cette classe. Voilà, donc vous avez ici ce document qui apparaît hein, sur la classe, qui est donc rattaché à la classe count, avec toujours un preview qui vous montre le contenu, et puis la possibilité donc d'ouvrir l'éditeur avec ce document PDF depuis l'interface de Modelio. Alors sur la documentation, comme l'a dit Philippe, nous avons fait évoluer l'éditeur de plan type. Alors je vais rechanger ma configuration pour me mettre dans un état où je peux éditer l'éditeur de plan type. Voilà, donc là j'ai un exemple de plan type qui s'appelle Design. Voilà, que je vais éditer. Alors une des nouveautés, c'est que vous n'êtes plus obligé aujourd'hui de créer un plan type par langue, comme on le faisait jusqu'à présent. Hein. On fait un plan type en français, un plan type en anglais si on veut générer dans plusieurs langues. Bien maintenant, vous avez directement l'internationalisation qui est intégrée. Donc, quand vous rédigez votre plan type, par exemple ici, vous avez le chapitre des use cases. Donc, vous pouvez écrire le texte qui sera généré en français ou bien le texte qui sera généré en anglais. Vous avez également une amélioration sur les erreurs qui peuvent s'afficher lorsque vous développez un plan type. Hein. Alors, en Modelio 3.6, c'était pas toujours évident de comprendre le type d'erreur. Aujourd'hui, vous avez clairement un message qui vous dit quelle est l'erreur, qui va donc vous aider à corriger cette erreur.
Donc là, on voit par exemple que j'ai des erreurs dans un sous-nœud. Donc si je déplie, j'arrive à la dernière erreur qui me dit qu'en fait, sur ce nœud, sur cette cellule de tableau, on n'a pas défini de texte. Donc si on va voir par exemple dans les propriétés de la cellule de tableau, on voit effectivement qu'on n'a pas déclaré de texte dans cette cellule. Nouveauté également, c'est la possibilité de déclarer des variables. Il est quelquefois utile de pouvoir réutiliser une information ailleurs dans le plan type. Par exemple, quand on est dans des sous-nœuds dans une assez grande profondeur, on peut avoir besoin de récupérer un élément qu'on a parcouru au-dessus, voilà, ou stocker une information. Donc on a donc la possibilité, par exemple, de stocker une information comme le nom de l'élément ou directement l'élément si on le souhaite. Voilà. Donc ça, c'est un exemple où on va stocker dans la variable name le nom de l'élément qu'on est en train de parcourir. Et donc, on va pouvoir réutiliser un petit peu plus tard dans le plan type sans avoir à aller créer de nouveaux nœuds pour aller récupérer cette information-là. Voilà. Autre nouveauté, alors on va supprimer cette variable qui ne sert pas pour l'instant. Autre nouveauté, c'est la possibilité de désactiver des nœuds ou bien de les désactiver en fonction de certaines conditions. Alors peut-être que vous êtes un peu en mode brouillon, il y a un nœud qui pour l'instant n'est pas encore opérationnel, eh bien vous avez la possibilité quand même de le désactiver pour pouvoir quand même faire fonctionner votre plan type sans ce nœud-là. Ou bien vous avez la possibilité de rajouter une condition, donc une garde, qui va permettre d'activer ou non le nœud lors de son exécution en fonction d'une condition que vous aurez définie. Voilà, ça peut être par exemple un if quelque chose, où vous allez donc retourner true ou false en fonction d'un test que vous aurez défini. Alors ces macros, ces fonctions Jython, vous avez également la possibilité de les intégrer directement dans votre plan type. Donc vous avez un nouveau dossier dans lequel vous allez pouvoir créer soit des scripts Jython complets, ou bien juste créer des fonctions que vous allez pouvoir utiliser un petit peu partout dans votre plan type. Voilà, donc quelquefois il peut être utile d'écrire du code Jython si on veut récupérer différentes informations pour retourner une chaîne de caractères, par exemple. Donc là, ici, vous avez votre fonction Jython que vous allez pouvoir définir. Ça peut être, par exemple, je retourne l'élément, plus d'autres informations, voilà, plus un préfixe, un suffixe, etc. Voilà. Donc après, cette fonction Jython, vous pourrez l'utiliser dans votre plan type dans n'importe quel nœud. Autre fonction qui a été rajoutée, c'est la possibilité de directement tester votre plan type. Donc il y a une fonction, vous pouvez le voir en dessous, une fonction de prévisualisation. Alors je vais vous montrer par exemple la configuration que j'ai faite, c'est-à-dire que vous allez configurer votre prévisualisation en définissant un ou plusieurs documents qui seront exécutés pour tester votre plan type. Alors c'est les mêmes documents qu'avant, vous allez définir le nom du document, le format, la feuille de style, le répertoire à générer et le plan type ainsi que toutes les propriétés. Donc une des nouveautés également, comme je vous l'ai dit, vous pouvez définir dans votre plan type la langue qui sera utilisée. Donc ici, vous pouvez signaler, comme votre plan type contient toutes les langues, vous pouvez décider de générer votre documentation en anglais, en français, ou bien d'utiliser la langue de Modelio. Une fois que vous avez défini cette configuration, et bien pour tester votre plan type, vous avez juste à cliquer sur Prévisualisation, qui va faire tout le travail que vous faisiez en Modelio 3.6, à savoir packager le plan type, l'installer éventuellement, et puis lancer la génération. Voilà. Donc c'est ce que fait ici la prévisualisation, elle va lancer toutes ces actions pour vous montrer tout de suite le résultat. Voilà. Et puis dernière grosse nouveauté, on va dire, c'est la configuration des styles entre les styles qui sont utilisés dans votre plan type et les styles que vous avez dans votre propre feuille de style. Voilà, le plan type définit et utilise un certain nombre de styles. Voilà, on a des exemples. Les styles s'appellent titre 1, titre 2,
puce, police par défaut, numéroté, etc. Mais dans vos feuilles de style Word, par exemple, bah, vous avez peut-être défini des noms de style complètement différents de ceux qui sont utilisés par le plan type. Alors en Modelio 3.6, bah, vous étiez obligé soit de modifier les styles dans le plan type, ou bien de modifier les noms des styles dans votre document Word. Et bien là, vous n'avez plus besoin de le faire, hein. Vous pouvez garder votre document Word tel quel, et puis juste définir la correspondance entre les styles du plan type et les styles de votre document Word. Voilà. C'est cet éditeur de style qui va permettre de définir ces informations en spécifiant bien entendu votre fichier de style pour Word, pour OpenOffice, la feuille de style CSS pour HTML, ou bien le fichier structure HTML que vous auriez pu avoir besoin d'adapter également. Voilà pour la partie éditeur de plan type. La dernière nouveauté, c'est le support donc BPMN. Alors tout d'abord, il y a un nouveau module qui est disponible, qui s'appelle BPM Architect, qui va vous permettre de définir un petit peu le contexte de vos processus. Alors pour ceux qui utilisent déjà le module TOGAF, eh bien c'est en quelque sorte un sous-ensemble du module TOGAF. Vous allez retrouver des informations qui existaient dans ce module. Par exemple, vous avez par défaut une matrice de flux qui est créée. Alors pour l'instant, elle est vide, bien entendu, puisque je n'ai pas défini de processus. Vous avez une matrice de processus qui est créée, qui va vous permettre de lister tous les processus avec leurs différentes propriétés. Alors, ce qui est nouveau dans ce module, c'est la possibilité de définir l'organisation avec des diagrammes bien particuliers. Par exemple, pour définir les rôles et les acteurs. Donc ici, par exemple, on va définir le client. Les départements, les organisations. Ici, on va définir, par exemple, le département commercial. Et puis, vous voyez qu'il y a une palette, par exemple, pour créer des liens de communication, de responsabilité, etc. Voilà. Donc ici, on va, par exemple, définir que le département commercial communique avec le client. On va proposer également différents types de diagrammes pour définir les processus. Le premier, par exemple, c'est définir la cartographie des processus. Par exemple, définir dans quel domaine d'organisation sont définis les processus. Par exemple, on va définir les processus de vente. On va définir, par exemple, les processus liés à l'administration, etc. Voilà. Donc, dans l'organisation vente, on va définir, par exemple, un processus qui va s'appeler acheter un produit. On va en définir un deuxième qui va être définir le catalogue. Voilà. Donc ici, vous allez donc, avec ce type de diagramme, pouvoir cartographier l'ensemble des processus afin d'avoir une vision macroscopique des processus. Ensuite, donc, vous pourrez rentrer dans le détail. Pour certains processus, ici, vous allez pouvoir ouvrir un diagramme BPMN. Voilà, donc vous voyez également que toute la palette a été remaniée avec des nouvelles icônes. Voilà, donc on va par exemple ici créer quelques événements. Voilà, on va créer une tâche. Voilà. Et puis relier par exemple cet événement à cette tâche. Voilà. Alors ce qui est nouveau également, c'est une nouvelle ergonomie pour créer les liens. Donc là, vous avez vu que j'ai créé d'abord l'événement de début et la tâche pour pouvoir créer le lien. Maintenant, vous avez la possibilité directement de créer le lien et la tâche en même temps. Vous voyez ici, j'ai créé une tâche et une deuxième tâche et je les ai reliés automatiquement en une seule opération. Donc si on recommence à nouveau, vous voyez ici, je tire sur la petite bulle verte et vous allez pouvoir créer une nouvelle tâche et le lien en même temps. Ici, par exemple, on va appeler cette tâche sélectionner le produit.
La suivante, on va l'appeler commander. Et puis la dernière, on va l'appeler payer. Voilà. Alors souvent, ce qui se passe quand on définit un processus, il peut arriver qu'on ait besoin d'intercaler une tâche. Là, je viens de m'apercevoir par exemple qu'entre sélectionner le produit et commander, eh bien, j'aurais peut-être pu rajouter une tâche qui est ajouter le produit au panier. Voilà. Alors en Modelio 3.6, il aurait fallu que je casse le lien, que je crée la tâche et que je crée deux nouveaux liens. Alors ici, maintenant, vous avez la possibilité directement, vous voyez qu'il y a un petit symbole graphique qui indique que je peux créer une tâche entre ces deux tâches. Et automatiquement, vous voyez qu'il a raccroché les liens entre les deux tâches intermédiaires. Voilà. Donc ici, ça pourrait donc être ajouté au panier. Voilà. Alors, autre nouveauté également, c'est la possibilité, lorsque vous avez un processus un petit peu volumineux, de créer un sous-processus à partir de différentes tâches. Par exemple, je sélectionne ici ces deux tâches et j'ai une fonction qui va me permettre de grouper ces deux tâches dans un sous-processus. Voilà. Donc, on voit qu'il vient de faire l'opération. Donc, si j'agrandis un petit peu, donc on peut voir également que dans le processus, il va m'avoir créé eh bien, un sous-processus. Donc voilà, je déplie un petit peu l'explorateur pour voir que j'ai bien un sous-processus de créer. Et puis, je peux aller ouvrir le diagramme correspondant, donc le processus qui a été créé à partir des deux autres tâches. Alors, continuons sur la création de mon processus. On va ici créer un nouveau processus. Voilà, qu'on va appeler par exemple facturer et livrer le produit. Voilà, donc ça c'est un processus par exemple réalisé par le département commercial. Voilà, donc le diagramme est vide. Alors comme je viens de le dire, c'est le département commercial qui réalise ces différentes tâches, ce processus. Donc je vais glisser le département commercial que j'ai créé tout à l'heure pour ici que Modelio me crée automatiquement une lane dans laquelle je vais pouvoir créer les différentes tâches de ce processus. Voilà. Par exemple, une tâche d'événement pour un message, une autre tâche, et puis on va relier ici. Voilà. Voilà. Cette deuxième, ça pourrait être par exemple initier la commande. Alors un point aussi où il y a eu beaucoup d'évolution, vous avez la possibilité maintenant de créer une collaboration qui va vous permettre de montrer les interactions entre les processus. Voilà, donc directement sur le processus facturer et livrer le produit, je vais donc créer une interaction, une collaboration. Voilà, une collaboration dans laquelle déjà Modelio il a affiché le premier processus, le deuxième processus que j'ai créé, qui est le processus du département commercial. Et donc, je vais tout simplement glisser le processus acheter un produit, hein, qui est réalisé par le client. Je le glisse dans le diagramme et vous pouvez voir que j'ai une copie, une photo du premier processus que j'ai réalisé tout à l'heure. Et donc ici, je vais donc pouvoir définir les interactions. Par exemple, après la commande, eh bien, on va envoyer, ou plutôt le processus va envoyer les données de la commande au département commercial. Voilà. Alors ici, c'est bien une photo en quelque sorte du premier processus. Hein. Si j'affiche par exemple le processus tel que je l'ai créé tout à l'heure, donc je vais les afficher dans le même écran. Donc j'ai à la fois l'interaction qui apparaît en bas, qui montre l'interaction entre les deux processus, et en haut on voit le premier, hein, le processus du client. Donc on peut voir que je peux tout simplement, si je mets à jour le premier processus, tout est synchronisé, le second se met à jour par rapport aux modifications que j'ai réalisées. Voilà.
je peux très bien rajouter ici une nouvelle tâche et puis rattacher les éléments entre eux. Et vous voyez qu'en bas, vous avez bien une mise à jour du diagramme qui symbolise l'interaction du processus d'achat de produits avec le processus de facturation par le département commercial. Voilà, et pour terminer sur BPMN, l'explorateur a également été remanié pour montrer des informations qui sont un petit peu plus métiers et un peu plus utiles pour vous. C'est notamment, ici vous avez des regroupements qui vous montrent en fait le contenu du processus. Acheter un produit, on voit qu'il y a 4 tâches, donc qui sont regroupées dans un dossier, et puis également un événement. Voilà pour la démonstration des nouveautés de Modelio 3.7. On peut maintenant vous parler un petit peu des prochaines évolutions. Très bien, oui, donc nous travaillons donc aux évolutions futures du produit. Parmi les éléments qui sont certains dans la roadmap à venir, il va y avoir encore des évolutions de Document Publisher pour apporter encore plus de services sur la documentation. Et là, ce que ça apportera notamment, c'est un nouveau format de génération qui va cibler PowerPoint, c'est-à-dire qu'on peut générer automatiquement des présentations PowerPoint à partir de ces modèles. C'est assez fréquent comme type de besoin lorsqu'on a besoin de faire une présentation à l'extérieur et extraire des éléments de modèle, eh bien, ce sera produit automatiquement. Un autre élément qui va être fourni dans la roadmap, c'est le support des workflows. C'est-à-dire que lorsqu'on est en travail collaboratif, que ce soit en multiprojet ou monoprojet, via Constellation, eh bien, on va pouvoir définir et appliquer des cycles de vie sur les éléments de modélisation. Ceux qui sont créateurs et responsables d'un élément, ceux qui sont reviewers et qui vont faire des revues, et ainsi de suite. Et donc, des rôles seront attribués pour savoir ceux qui ont le droit de passer d'une étape à une autre sur un élément. Est-ce que le processus a été validé en interne? Est-ce qu'il est définitivement adopté ou est-ce qu'il est en mode draft? Et ça sera des états associés aux éléments qui nous paraissent les plus importants. Quand je dis nous, c'est les utilisateurs, qui nous paraissent les plus importants à gérer en processus parmi une équipe. Donc ça va dans le sens d'un support encore renforcé du travail collaboratif et des méthodologies spécifiques des utilisateurs. Donc nous vous remercions pour votre attention à cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser et sachez que nous sommes toujours à l'écoute. N'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez deux adresses mail ci-dessous pour le faire. Soit c'est des questions générales sur l'aspect fonctionnel, évolution ou commercial, ou soit c'est des questions techniques sur l'aspect support. Eh bien, n'hésitez pas à utiliser nos services. Nous faisons un plaisir d'avoir des retours de nos clients et de leur répondre dans les plus brefs délais.